magazine de la citoyenneté active animé par l'association Evaleco et le cycle autour de l'Europe, l'Europe et moi, animé ce soir par Geneviève Fontaine. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Philippe, et par Philippe Chemla, tous les deux pour l'association Evaleco. On a engagé ce cycle sur l'Europe depuis 3 ans maintenant sur l'antenne d'Agora Côte d'Azur, et pour ce qui me concerne, moi cette année j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à parler de citoyenneté, j'ai du mal à parler de citoyenneté européenne, parce que dans le contexte, on se retrouve confronté à des éléments qui sont perturbants, qui viennent souvent en contradiction avec les textes fondateurs de la construction de l'Union européenne. Et pour ne citer que ça, bien la situation des migrants aux portes de l'Europe, et puis les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui posent quand même beaucoup de questions. Oui, on est dans alors c'est la crise, ce qu'on appelle la crise des migrants entre guillemets. Pour moi, c'est pas juste une actualité là d'aujourd'hui, contrairement effectivement à la réunion à Bruxelles entre David Cameron et les autres responsables européens pour essayer de négocier des conditions qui permettraient à David Cameron de pouvoir faire le référendum qu'il a promis à son peuple sur oui ou non on reste dans l'Union européenne, et essayer de convaincre que les Britanniques votent oui. C'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes enjeux, mais il y a ça porte en soi les mêmes menaces et en tout cas les mêmes contradictions par rapport au texte fondateur de l'Union européenne. Mais c'est quand même pas la même échelle. Bien sûr. Néanmoins, ce sont deux situations qui interpellent peut-être à des niveaux différents. Personnellement, moi, c'est la situation des humains en tant que migrant qui me touche. Je suis touché d'une autre façon par les discussions dont on a l'habitude quand même. La place de la Grande-Bretagne dans la construction de l'Union européenne, elle a toujours été particulière. Elle a toujours été particulière, mais c'est quand même, ça se rejoint. Ça se rejoint quand on voit effectivement la situation à Calais, quand on voit donc on a un point de jonction en fait entre la position britannique sur l'Union européenne et la crise des migrants, et ça se cristallise effectivement. Alors en France on en parle, mais ça se cristallise aussi en Belgique, aux Pays-Bas, partout où des migrants essayent de rejoindre la Grande-Bretagne en traversant la mer. Donc alors la situation britannique, pour commencer par la chose qui est la moins dramatique, c'est vrai que ce qu'on craint, on parle beaucoup en ce moment de la crainte du Brexit. Alors en fait c'est 2 mots qui a collé, un petit mot valise. Ouais, un mot valise pour donc Bret pour Grande-Bretagne en fait, pour Britain, et puis exit. Voilà. Donc ça serait la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, donc de l'ensemble des 28 pays qui regroupe des pays européens au sein de l'Union européenne. Mais en même temps, on a souvent fait remarquer qu'il y avait plusieurs Europes. Donc la Grande-Bretagne sortirait de quelle Europe ? Alors elle ne fait pas, la Grande-Bretagne donc est un pays de l'Union européenne, un pays des 28, mais ce n'est pas un pays de la zone euro. Puisqu'ils n'ont jamais accepté de rentrer dans la zone euro, et ce n'est pas non plus un pays de l'espace Schengen qui fait problème, donc qui est questionné par les migrants. Donc la Grande-Bretagne a déjà, depuis le début de toute façon, une position où elle a toujours négocié dans les traités des exceptions. Quand vous allez lire les traités européens, vous avez les grandes lignes, et puis après vous avez des pages et des pages et des pages d'exceptions qui concernent chaque pays. Ça va, dans les derniers traités, ça peut aller d'une exception concernant une mine en Pologne que personnellement je connais absolument pas, jusqu'à des exceptions effectivement plus larges concernant des pays tout entiers. Donc l'euroscepticisme en Grande-Bretagne, il est présent en fait depuis le début. C'est-à-dire début des années 70. Non, un peu après. En fait, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, et que c'était à ce moment-là, c'était la communauté économique européenne, la CEE. Ils s'y retrouvaient très bien parce que c'était une zone de libre-échange. Il n'y avait pas de politique commune qui était développée, et ça leur allait très bien. Et surtout, il n'y avait pas cette notion que des directives européennes s'imposaient aux États membres. Donc c'était une zone de libre-échange, et c'était bien en conformité avec la tradition économique libérale, surtout à partir de l'arrivée de Margaret Thatcher. Mais dans les années 80,
l'Union européenne donc apparaît, la communauté économique européenne devient l'Union européenne, et donc il y a effectivement des politiques communes qui se construisent. On essaie d'avancer dans cette construction politique de l'Union européenne, et là il commence à y avoir beaucoup d'opposition en Grande-Bretagne parce que c'est vu comme une ingérence dans la souveraineté britannique. Alors il faut quand même pas oublier qu'il y a un contexte historique. La Grande-Bretagne, c'est une île et elle n'a jamais été envahie. Et c'est quand même quelque chose qui que c'est quand même la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et du peuple britannique, et cette volonté d'indépendance par rapport au continent, et voilà, donc c'est un peu dans tout ça qu'il faut aller puiser cette explication. En même temps, donc on a des exemples, en 1979, Margaret Thatcher déclare à la tribune I want my money back. I want my money back, c'est-à-dire je veux que l'Europe me rapporte au moins autant que ce que je me coûte, que ce que j'y contribue, et donc c'est récurrent en fait, ces crises. Bon, et puis là, le Premier ministre britannique, il est un peu pris à son propre piège, puisqu'il a promis un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne d'ici à fin 2017. Ce qui se précise, ça serait plutôt juin 2016 là, dans les dernières voilà. Et les enjeux des discussions actuellement, c'est un jeu en fait de politique intérieure. Ouais. D'essayer de faire savoir qu'il aurait obtenu. Il a été élu en promettant qu'il allait faire un référendum en fait. Donc maintenant il est obligé de le faire parce que ils sont un peu coincés, mais en même temps. David Cameron n'est pas tellement pour la sortie de l'Union européenne, et donc ce qu'il essaye de faire, c'est d'arracher des nouvelles dérogations, des nouvelles exceptions pour la Grande-Bretagne, de façon à essayer qu'il y ait une majorité de gens dans le pays qui finalement votent oui, on reste dans l'Union européenne. Voilà, c'est un peu, il est un peu pris là à son propre jeu, parce que l'euroscepticisme a tendance à s'exprimer fortement et à monter. Alors il y a des choses, il demande donc des choses qui peuvent être de l'ordre du symbolique. Il demande par exemple qu'on supprime des textes européens la mention que l'on veut une union sans cesse plus étroite. Donc ça revient à refuser effectivement la construction politique de plus en plus importante de l'Union européenne. C'est-à-dire les convergences. Les convergences et la construction de politique fiscale, qui s'impose aux États. Bon, ça pourrait, c'est pas tellement, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais il y a des choses qui bloquent. Par exemple, la restriction de l'accès aux droits sociaux pour les travailleurs non britanniques. Ça, c'est quand même un droit fondamental. Là, ça vient percuter la libre circulation. Et ça vient percuter même la charte des droits fondamentaux des citoyens européens. Donc là, c'est une remise en cause beaucoup plus profonde de ce qu'on peut faire, quoi. Puisque dans l'Union européenne, vous pouvez aller vous installer effectivement dans les autres pays de l'Union européenne et bénéficier soit de la protection sociale locale, soit de conserver votre protection sociale d'origine. Donc ça, c'est un choix qui permet la libre circulation. Donc c'est un petit peu et puis en même temps, il demande maintenant au moment où ce qu'on appelait les nouveaux entrants qui étaient des pays de l'Est, Pologne, etc., sont rentrés, tous les pays ont mis ont décidé ensemble de dire on va pas leur laisser tout de suite la libre circulation, et ça va venir progressivement au fur et à mesure où ils se développeront, etc. Et la Grande-Bretagne à l'époque disait n'importe quoi, il faut que tout le monde puisse circuler. Oui, l'immigration c'est bien. Voilà. Et donc à l'époque c'était Londres se moquait en fait des autres pays européens en disant l'immigration c'est bien, c'est source de croissance économique, et ils n'ont pas mis de barrière. Et aujourd'hui ils demandent à pouvoir revenir en arrière, sauf que les textes européens ne prévoient pas. On peut toujours progresser, mais on peut pas reculer. Et ça, c'est aussi, ça ferait une exception qui du coup remet en cause les fondements en fait des textes européens. Donc c'est un peu là-dessus, mais déjà il y a plein d'exceptions. On dit que les Britanniques sont les enfants gâtés de l'Union. Quand on regarde un petit peu, ils appartiennent pas à Schengen, ils appartiennent pas à la zone euro, ils ont pas ratifié la charte des droits fondamentaux.
La Charte des droits fondamentaux humains de l'Union européenne n'est pas ratifiée par la Grande-Bretagne. Et puis ils ont par exemple exercé une possibilité qu'ils avaient fait introduire dans le traité de Lisbonne pour ne pas faire de coopération dans le domaine de la police et de la justice. En particulier, ils voulaient protéger la City et qu'il puisse pas y avoir de poursuites pénales pour des choses qui concerneraient des délits d'initiés ou des choses comme ça au niveau parce qu'on oublie souvent que la plus grande délinquance, c'est la délinquance financière. Donc non, on l'oublie pas souvent. Enfin, oui, mais enfin, bon, ça fait du bien de le rappeler, quoi. Voilà. Donc et puis pareil, ils ont des conditions particulières par rapport à la politique agricole commune. En fait, ils y contribuent très peu. Ils ont obtenu ça en disant que eux, comme ils en bénéficiaient peu, alors que le principe de la solidarité, c'est qu'on contribue, et parfois on reçoit plus que ce qu'on donne et parfois on reçoit moins, mais c'est le principe de la solidarité. Donc ils ont déjà plein d'exceptions. Un dégât collatéral d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne concernerait effectivement la City. Qui aujourd'hui... Alors c'est une des conditions que Cameron essaye de négocier, c'est effectivement la City ne soit pas soumise... La City, c'est la place boursière de Londres, ne soit pas soumise aux réglementations européennes sur, par exemple, sur la fiabilité des banques et tout ça. Et effectivement, ça c'est le genre d'exception que demande actuellement David Cameron, qui sont inacceptables, parce que si on les accepte, on sait qu'on va vers un délitement de l'Europe, parce qu'après chacun pourra faire ce qu'il veut, il y aura plus de... En même temps, une grande partie des fonds européens transitent par la City. Si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, comment justifier que ça continue ? Il faudrait bien que ces fonds soient traités ailleurs. Oui, mais elle peut sortir de l'Union européenne et rester dans le marché commun et dans le grand marché. Donc on peut toujours trouver on peut rester dans tous les traités commerciaux et pas rester dans la construction politique. On peut s'orienter vers ce type de solutions qui pourront faire dire à certains la Grande-Bretagne n'est pas sortie, et à d'autres la Grande-Bretagne est sortie. Reprenons cette conversation difficile sur la citoyenneté européenne actuellement. Moi, je te propose de revenir quand même un petit peu sur les textes et sur les textes fondamentaux. C'est aussi comme ça qu'on arrive à essayer de se raccrocher et puis de voir si on est toujours en accord ou moins en accord, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Je lis un petit extrait, en tout cas du préambule. Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde, et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique d'une part, et d'autre part sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament, résolus en tant que gouvernement d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains de ces droits énoncés dans la Déclaration universelle, sont convenus ce qui suit. Article 1, obligation de respecter les droits de l'homme. Article 2, le droit à la vie. L'article 3, l'interdiction de la torture. L'article 5, le droit à la liberté et à la sûreté. L'article 4, interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Article 7, pas de peine sans loi. Aujourd'hui, on dérive. Alors aujourd'hui, donc on dérive. Donc ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a aussi une charte fondamentale, une charte des droits fondamentaux des citoyens européens. La différence, c'est que la charte fondamentale des droits des citoyens européens s'applique qu'aux citoyens européens, alors que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction. Et donc là, on s'adresse à toutes les personnes qui résident sur le sol européen. C'est la différence entre ces deux textes. La Charte des droits fondamentaux ne concerne que ceux qui ont la citoyenneté d'un des pays de l'Union européenne, alors que la Convention européenne des droits de l'homme s'adresse à toutes les personnes qui sont présentes
sur le sol européen. Donc c'est voilà, ça c'est et donc il y a obligation de respecter effectivement les droits de l'homme. Alors effectivement le droit à la vie, dedans il y a le fait qu'il y a l'interdiction de la peine de mort en Europe. Toute personne a le droit à la vie et la vie est protégée par la loi et donc et la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. D'accord. Mais dans l'article 3 où on a l'interdiction de la torture, on dit nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Moi, je suis désolé, mais quand on est obligé de vivre dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, c'est des êtres humains qui vivent là. C'est un traitement inhumain, c'est un traitement dégradant. Oui, mais tu vas à l'article 5 et effectivement, toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Nul peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants. Et on a une liste de cas. Et au petit alinéa F, on trouve s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Donc il y a toujours cet espace européen qui se construit à la fois dans une idéologie, dans un idéal de libre circulation, de respect des droits de l'homme, de tout ça. Dans le préambule, on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. On ne peut pas nier que les personnes qui aujourd'hui sont qualifiées de migrants et qui sont en petit f, effectivement, mais enfin c'est pas par plaisir, quoi. Ah non, mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais alors il faut quand même pas oublier que l'Union européenne n'a pas signé la convention, enfin la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. C'est quand même aussi qui est bien plus large, enfin je veux dire qui est humaniste que le texte dont s'est dotée l'Union européenne. Le magazine de la citoyenneté active, deuxième partie, présenté par l'association Evaléco, sur bien l'Europe et moi et les citoyennetés européennes. On va continuer à discuter de ces deux points qui grattent actuellement, et puis peut-être un petit peu plus de la situation des migrants. Mais moi, je souhaiterais insister durant cette deuxième partie sur ce qui manque, à mon sens, aujourd'hui à l'Europe, et que oui, Victor Hugo avait tellement bien exprimé, c'est la présence de la culture pour nous permettre de dépasser ces peurs et ces clivages, et peut-être vous faire écouter une expérience qui a été menée par différents rappeurs européens sur une radio espagnole, sur pour confronter leurs différentes façons de rapper au travers d'une rencontre avec un maître mot: la diversité. L'expérience. La crise des migrants révèle sur nous, au bout du compte. Comment est-ce qu'elle préoccupe les citoyens européens? Est-ce qu'elle les préoccupe? Oui, est-ce qu'elle les préoccuperait si les médias n'en parlaient pas autant, et si les dirigeants n'en parlaient pas autant? Ça, on peut pas le savoir. Mais le baromètre Eurostat, qui fait les statistiques au niveau européen, effectivement dit que pour l'instant 44% des citoyens européens sont préoccupés. C'est une préoccupation par rapport aux migrants, et ça arrive devant le terrorisme et le chômage sur les derniers sondages qui ont été faits. Mais en même temps, il existe vraiment un décalage très important entre la perception et la réalité de l'immigration. C'est-à-dire les vrais chiffres. Les vrais chiffres, ouais. Parce que d'abord 33 millions de personnes sont donc des migrants, des immigrants sur le sol de l'Union européenne. Pour mémoire, on rappelle, on est 430 millions un peu d'Européens. Plus, même plus près de 460 millions d'Européens. 460 millions. Donc 33 millions d'immigrants. Et en plus, quand on regarde d'où viennent ces personnes, il y en a 20 millions qui viennent d'un autre pays de l'Union européenne. Donc 20 millions sur 33. Oui, qu'on bougé à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il reste 13 millions. Il reste 13 millions. Sur 460 millions. Voilà. Ça fait peur. 10 migrants. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est complètement... Et alors, du coup, on a comme un effet loupe, là, par les médias. Or, les chiffres des migrations actuelles sont tout à fait comparables à ceux qu'on a vécu lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Ni plus, ni moins. Mais c'est la manière dont on appréhende cette situation, et qui est complètement différente, et l'origine aussi. Voilà, c'est aussi la focalisation sur d'où viennent-ils, qui sont-ils.
Oui, et qui télescope aussi avec la vague de terrorisme, quoique dans les années 90 il y en avait aussi. Bien sûr. Donc voilà. Donc ça c'est. Mais peut-être aussi avec la montée des nationalismes dans différents pays européens, un petit peu de partout. Ouais. Alors après, quelle est la poule, quel est l'œuf, j'en sais rien. Mais tout ça, en tout cas, est en train de faire un système qui est assez nauséabond, effectivement. Et une espèce d'instrumentalisation des politiques nationales qui s'appuient. Alors de toute façon, l'Union européenne a beaucoup de mal à construire une politique européenne là-dessus. On a fait l'espace Schengen, ce qui supposait qu'on arrive à construire une politique commune au niveau de la politique d'immigration et de sécurité aux frontières. Bon, déjà on l'a appelé sécurité aux frontières, c'est quand même alors que dans les textes européens, on dit qu'on doit faciliter l'accès au territoire européen pour les personnes en situation régulière, etc. Mais on est une terre d'accueil dans les textes européens. Donc sécurité aux frontières, mais en fait, dans la pratique, la plupart des textes sont encore décidés au niveau des États, et donc il n'y a pas de réelle politique européenne en la matière. Et puis c'est oublier aussi que les migrants sont loin d'être une charge, et que quand on fait le compte entre eux, si on fait un compte purement économique, on entend beaucoup, on n'a pas les moyens, etc. Sauf que les migrants contribuent beaucoup plus à l'économie qu'ils ne pèsent sur l'économie. En termes de consommation, faut pas oublier que les gens qui arrivent jusqu'à chez nous, ce sont souvent les classes moyennes et hautes des pays qu'ils quittent, formés. Ils arrivent. Alors si on fait le compte de tout ça, des formations qu'on n'aura pas à leur dispenser, de leur niveau de qualification, des consommations qu'ils réalisent sur place, des cotisations sociales qu'ils payent, de la TVA qu'ils payent à chaque fois qu'ils consomment, etc. Eh bien, le bilan est largement positif. Mais alors pourquoi on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de migrants qu'aujourd'hui ? C'est parce que le problème est à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'actuellement, au niveau mondial, on a 60 millions de personnes qui sont déplacées, qui sont en train de bouger. Et ça, par contre, on n'a pas connu ça, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Autant de bouscules, enfin de choses qui une proportion comparable. Parce que c'était même pas les mêmes chiffres, mais on était moins nombreux aussi. Une proportion comparable de déplacés, on l'a eu qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, à ce moment-là, les États européens avaient adopté la Convention de Genève en 1951, justement pour protéger ces déplacés, pour les accompagner, pour les aider dans cette situation. Et ces mêmes États aujourd'hui européens renaclent à appliquer la Convention de Genève aux migrants d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment. Aujourd'hui, si on fait l'exemple des réfugiés syriens, je crois c'est de l'ordre de 4 millions de personnes qui fuient la Syrie. Oui, mais il y en a qu'une toute petite partie qui se dirige vers l'Europe. C'est 10%. C'est à peine 10%, oui. Les autres déplacés syriens, migrants syriens, sont dans les pays limitrophes qui n'ont pas le même niveau de développement que nous. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Et c'est en Europe qu'ils rencontrent le plus de difficultés. Donc c'est alors que c'est qu'une toute petite partie. Et puis c'est comme si l'Europe avait vraiment la mémoire courte, parce que vous voyez, dans un passé relativement proche, même sans remonter à la Deuxième Guerre mondiale, on a connu exactement les mêmes mouvements migratoires à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Que pensez, Geneviève, de la proposition de la Commission européenne de répartir des quotas de réfugiés en Europe en fonction de la richesse des pays ? D'abord, ça a été la première fois qu'on proposait quelque chose. Donc ça, c'est le côté. C'est le côté positif. C'est le côté positif. C'est le côté plein du verre. Ça. Par contre, de l'autre côté, c'est loin d'être génial, parce que ça respecte pas du tout les droits de l'homme, ne serait-ce que de prendre en compte le souhait des demandeurs d'asile, des personnes qui arrivent sur où ils souhaitent aller, où ils souhaitent s'implanter, et c'est complètement contraire à la construction européenne. Mais malgré tout, c'est une forme de réponse politique. Mais c'est une forme de réponse, effectivement. Alors pour l'instant, la réponse, elle a été essentiellement policière. Policière et judiciaire. Il y a aussi du bâtiment, on a fait des murs. Oui, c'est sûr. Et quand le bâtiment tout va. Donc effectivement, si on va par là. Mais donc c'est la première fois qu'on pose une réponse politique avec cette idée de quota, et qu'on essaye de passer par une solution qui nécessiterait une coopération européenne. Donc d'être dans l'esprit effectivement de la construction européenne. Mais le souci, c'est que on a des textes européens qui mettent en avant la solidarité et le devoir
devoir de solidarité en faveur des migrants et qu'on est obligé de passer par une construction politique qui ne se fait pas parce qu'il y a plein de pays qui bloquent, etc. Et qu'on est obligé finalement d'arriver à ce type de proposition alors que ça devrait être naturel d'après les textes européens. Mais le paradoxe, c'est que les atermoiements des uns et des autres vient miner l'image, l'idée, l'envie qu'on peut avoir de l'Europe, alors que les textes fondateurs permettraient de trouver toutes des solutions naturelle. Oui, parce que l'urgence ici, elle est humanitaire hein, et elle repose sur des valeurs humanistes qui sont présents, qui sont au fondement des sociétés démocratiques. C'est rappelé dans le texte l'extrait qu'on a lu tout à l'heure de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça, c'est les valeurs et les fondements qui font nos démocraties et qui font la construction européenne. Donc, on ne devrait pas avoir besoin. C'est le rêve européen quand voilà l'idée d'une Europe économique bien sûr, mais aussi sociale, mais aussi culturelle et terre d'accueil, comme tu disais tout à l'heure. Pourquoi on en arrive là? Alors pourquoi on en arrive là? C'est effectivement c'est un jeu, c'est plein de choses qui se font en même temps. C'est aussi peut-être un refus de voir les responsabilités que l'on porte dans la situation des pays d'où viennent les migrants. Mais en tout cas, Angela Merkel a raison de dire actuellement que l'idéal européen, c'est l'idéal européen qui est en jeu en ce moment, et que la question qui est à résoudre derrière ce qu'on appelle la crise des migrants, c'est la crise de l'idéal européen et surtout de la vision de la solidarité en Europe. Et c'est vraiment ça que ça interroge. Ça interroge notre vision individuelle et collective de la solidarité. Mais ça veut dire aussi qu'en filigrane, c'est comme si on regardait une forme de faillite du projet européen. La crise des migrants révèle effectivement un risque de faillite du modèle européen. En tout cas, remettre en cause l'existence de l'espace Schengen en ce moment, c'est vraiment la pire. Enfin, en tout cas, si on prend cette décision-là, c'est la pire réponse à apporter, et on signe effectivement dans ces cas-là la faillite de l'idéal qui a poussé les pères fondateurs de l'Europe à créer l'Union européenne. Et ça fait la base aussi d'une faillite sur la solidarité. Il faut quand même souligner le travail extraordinaire des associations, des bénévoles, des anonymes. Et moi, j'aurais envie de finir en disant: à quand un réveil citoyen? Merci, bonne soirée à toutes et tous sur Agora Côte d'Azur.